Semaine bleue revient avec de nombreuses initiatives sur la thématique Vieillir ensemble, une chance à cultiver. L'association Don en Nature propose par exemple des ateliers de soins aux seniors qui ne prennent plus le temps de s'occuper d'eux ou qui n'en ont pas les moyens. C'était le premier grand rendez-vous de la saison et mardi soir à Pôle Sud, les brûleurs de loups ont été battus par Rouen, 1-5. Trop indisciplinés, Grenoble a joué pendant de longues minutes à 3-5 et les Normands ne leur ont pas fait de cadeau. Et puis la chercheuse en écologie grenobloise Sandra Lavorel viendra nous expliquer pourquoi elle vient d'obtenir l'une des plus hautes distinctions scientifiques nationales, la médaille d'or du CNRS. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 4 octobre 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Tout un quartier de Grenoble bouclé ce mercredi matin en raison d'une alerte à la bombe anonyme au collège de la Salle-l'Aigle. Le responsable de la vie scolaire a reçu un mail vers 7h lui informant qu'un engin sauterait à 9h. Les parents ont été rapidement prévenus de ne pas envoyer leurs enfants au collège, tout comme les enseignants. Une petite dizaine d'adultes déjà présents ont été évacués en attendant l'examen des lieux. Plus de 1000 m² sur 4 étages. Les riverains n'ont pas pu accéder à leur domicile. Les démineurs venus de Lyon sont finalement arrivés avec leurs chiens spécialisés dans la recherche d'explosifs. Le trafic des trains entre Grenoble et Chambéry a également été interrompu. Ce matin, finalement, vers 11h, tout est rentré dans l'ordre. Il s'agissait d'une fausse alerte. L'enquête est en cours pour savoir qui a voulu faire sauter le contrôle de maths. Mardi, c'était une journée d'action nationale pour les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Certains ont manifesté devant le rectorat à Grenoble, d'autres devant le lycée Ferdinand Buisson à Voiron. Pour eux, leurs conditions de travail ne cessent de se détériorer et la revalorisation de leur salaire de 10% est loin de faire le compte. Les AESH dénoncent également des missions de plus en plus floues et une augmentation du nombre d'élèves à accompagner. Mon métier consiste à accompagner des jeunes qui rencontrent des difficultés liées à leur handicap, du coup, à l'école. Beaucoup ont des difficultés d'attention, en fait, pour suivre le cours, par exemple, et prendre des notes en même temps. Mais aussi, je vais les accompagner à réviser leurs cours, à faire leurs devoirs, etc. Il y a un petit pan aussi social pour certains des élèves qui ont besoin d'avoir quelqu'un de rassurant dans la pièce, dans la classe, pour leur relation sociale. Dans le cadre de notre travail, on est amené à avoir un vrai impact sur la scolarité de nos élèves. Et pour quelle reconnaissance, pour quel salaire? On défend un métier qui est nécessaire, essentiel. Les enseignants, les élèves vous le diront. On fait un métier humain complètement déshumanisé et il faut le défendre. La semaine dernière, un cours de physique-chimie a été déplacé 2 heures plus tard. Les élèves sont au courant, le prof est au courant, l'AESH n'est pas au courant, par exemple. Voilà. C'est des petites choses, mais quotidiennes, en fait, qui sont un petit peu fatigantes, donc qui, moi, m'ont fatiguée et agacée. Aujourd'hui, je pense qu'on manque de management, en fait, vraiment. On est un petit peu la 5e roue du carrosse, souvent. On touche un peu moins de 900 € par mois pour un 24 heures semaine. Les AESH réclament notamment une reconnaissance comme fonctionnaire de catégorie B. Un jour, espérons-le, on sera tous vieux. Alors il n'est jamais trop tard pour valoriser les places des aînés et les liens intergénérationnels. C'est l'un des objectifs de la Semaine bleue qui se déroule en ce moment. Parmi les actions, des ateliers de soins à destination des publics précaires proposés par l'association Don en Nature. Lina Badreddine. On est toutes précieuses et ça on oublie en fait qu'on a besoin de douceur. Et c'est ma peau, je m'en occupe comme ça. Ça marche très bien. C'est le message à retenir de cet atelier. Faire une pause pour prendre soin de soi avec les bons produits et les bons outils. Recréer du lien avec son corps et son image, souvent oubliée. J'ai ma peau qui est douce, hein, elle n'a pas l'habitude. C'est nouveau pour moi de participer à s'occuper de moi. J'aime beaucoup ça, mais je ne le fais jamais. Et là, en fait, elle se tourne et elle s'appuie droite. Et là, je vais tirer tout doucement, en appuyant un peu sur le sourcil, parce que ça délace beaucoup.
Pour ces personnes âgées en situation de précarité, l'Agence du don en nature, aux côtés du diaconat protestant, souhaite lutter contre l'isolement des seniors en leur apportant des moments de détente et de réconfort. Pour le coup, on va vers le bas. Alors les personnes qui viennent nous voir sont souvent préoccupées par comment je peux trouver à manger pour ma famille, comment je peux trouver des solutions à mes problèmes. Et quand l'Agence pour le don en nature nous a proposé cet atelier, on s'est dit ben oui, c'est cela, prendre soin de soi alors qu'on a toujours des préoccupations et du coup on passe toujours en dernier. Ça apporte un temps où on s'arrête avec soi, où on va se regarder dans le miroir, où on va se toucher, chose qu'on ne fait pas parce qu'on est toujours dans l'action, notamment quand on est en difficulté, parce que c'est très difficile de s'arrêter, parce que là, les difficultés nous sautent à la figure, donc on reste plutôt en général la tête dans le guidon, on avance. Et là, ça nous permet de s'arrêter un petit peu, en fait réapprendre à prendre soin de soi, à toucher sa peau, à se faire du bien. En 2019, d'après une étude de l'association Petits Frères des Pauvres, 27% des Français de 60 ans et plus éprouvaient un sentiment de solitude. Des ateliers comme celui-ci permettent de lutter contre ce phénomène. La ville de Grenoble, entre autres, participe également à la Semaine Bleue avec un atelier sur l'inclusion numérique jeudi après-midi à l'Hôtel de Ville ou une grande course d'orientation vendredi dans le parc Paul Mistral. En bleu et rouge, les brûleurs de loups se sont inclinés mardi soir à Pôle Sud face à Rouen. 1-5 contre le leader, les Grenoblois, pas forcément très bien partis dans ce championnat, il faut bien le reconnaître. Ils n'ont pas pu faire grand-chose, ou plutôt, ils ont fait trop. Ils ont pêché par manque de discipline à la fin de la deuxième période. 2 joueurs isérois, Pierre Crinon et Kyle Hardy, auteurs du seul but grenoblois, partaient s'asseoir en prison. Et les Normands profitaient de cette infériorité numérique pour marquer 3 buts. Il y a des soirs comme ça. Je trouve on bougeait bien le palais. C'est juste il manquait un peu de réussite et un peu de chance peut-être. Mais non, c'est frustrant, mais au moins on sait qu'à 55, on peut être la meilleure équipe. C'est juste, c'était pas notre soirée. Cette année, on manque de confiance de groupe due à nos performances et à nos échecs. Maintenant, il va falloir qu'on arrive à se connecter les uns et les autres comme on le faisait les années précédentes pour retrouver ce fond de jeu qu'on avait, le jeu avec le palais, là où on était fort et dominant. Mais encore une fois, on a les joueurs, on a l'équipe qui est capable, on a le staff derrière nous, on a tout ce qu'il faut pour tourner ça. Donc voilà, je vais chercher le positif ce soir. Et samedi soir, les brûleurs de loups tenteront de faire mieux en recevant les rapaces de Gap. La nature peut-elle nous rendre ce qu'on lui a pris? Les écosystèmes sont-ils susceptibles de rendre des services aux sociétés humaines dans cette période de crise climatique? Et si oui, comment? Si vous ne connaissez pas la réponse, je vous conseille d'écouter ce que va nous dire à présent Sandra Lavorel. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes directrice de recherche à l'université Grenoble-Alpes au laboratoire d'écologie alpine. Vous venez de recevoir pour vos travaux la médaille d'or du CNRS, je le disais en introduction, c'est l'une des plus hautes distinctions françaises pour des scientifiques. Avant vous, seuls les Grenoblois Louis Néel, Philippe Nozière et Claude Lorius l'avaient obtenue. C'est une reconnaissance importante? C'est une reconnaissance très importante, d'autant que c'est la première fois que l'écologie, la discipline dans laquelle je travaille, reçoit cette médaille. Même si Claude Lorius, on le sait, a aussi contribué à faire connaître ce qui se passait sur l'environnement et une partie, en tout cas, du réchauffement climatique. Alors, vous êtes écologue. Qu'est-ce que ça veut dire et vous travaillez sur quoi? Alors, le métier d'écologue, c'est étudier les écosystèmes, tout simplement. Donc, c'est étudier les organismes et leurs interactions avec leur environnement. Et puis, donc, moi, mon travail, plus spécifiquement, il concerne la biodiversité et en particulier les fonctions de cette biodiversité pour la nature, pour le fonctionnement des écosystèmes et pour les humains. Votre camp de base, ce sont les prairies du col du Lautaret. Qu'est-ce que vous y faites? J'ai entendu parler d'un projet WARM, comme chaleur, mais pas que. Voilà, alors donc nous travaillons effectivement, dans mon cas, depuis 2003, donc ça fait 20 ans, au col du Lautaret, pour étudier les effets de facteurs multiples sur donc la biodiversité de leurs prairies, comment elles fonctionnent et les services qu'elles peuvent rendre à la population.
Donc ça va être les effets des changements de l'agriculture, les effets du changement climatique et ce qui est très important, de pouvoir réfléchir ensuite avec les habitants à comment, connaissant ces effets, on peut s'adapter dans le futur. Alors ces effets, quels sont-ils? On en entend parler tous les jours, mais plus précisément sur ces prairies alpines. Alors on peut voir par exemple des effets, des changements de l'utilisation de ces prairies, par exemple de la fertilisation ou de la conversion de la fauche au pâturage, sur par exemple la diversité des espèces, la diversité des fleurs, la diversité des insectes qu'on va trouver dans ces prairies. Donc vous faites des prélèvements et vous étudiez au microscope sur une longue période ce qui se passe. Alors ce qu'on fait souvent effectivement, c'est des mesures, souvent sur les plantes. Par exemple, on va prélever leurs feuilles, on va les mesurer, on va en faire des analyses chimiques. On fait aussi des prélèvements de sol et on va aller analyser l'ADN des micro-organismes qui sont dans le sol pour, par exemple, comprendre les effets de ces changements sur la séquestration du carbone dans les sols. Alors, une fois qu'on a compris ces changements, comment, et peut-être vous pouvez nous donner quelques exemples, comment ce qu'on nous apprend des plantes face aux changements globaux peuvent nous aider, nous, à essayer de se comporter mieux peut-être? Alors, ce qu'on essaye déjà d'analyser, une première chose, c'est finalement quels sont aujourd'hui les bénéfices que les gens, donc les habitants d'un territoire, retirent de cette biodiversité. Donc, par exemple, nous avons montré que d'avoir des prairies qui sont plus diversifiées, ça permet d'avoir des rendements fourragers qui sont plus stables entre années. Aujourd'hui, à une époque où on a une forte variabilité climatique, c'est quelque chose qui est très important. Et donc ça va permettre de gérer les prairies pour favoriser cette biodiversité. Donc par exemple, les pratiques de fauche favorisent cette biodiversité et donc une façon de résister en fait au changement climatique. Est-ce que ça peut s'adapter, là vous travaillez sur les prairies alpines, ça peut s'adapter sur d'autres territoires? Alors tout à fait, donc les travaux que nous menons, en quelque sorte, ce que nous menons au col du Lautaret, c'est notre incubateur. Donc nous testons des méthodes, mais ce travail n'est jamais fait sur un seul site. Nous travaillons avec des réseaux de chercheurs, donc bien sûr à travers les Alpes, par exemple en Autriche, nous avons des collègues très proches à l'université d'Innsbruck, mais aussi dans tous les pays, et y compris dans tous les continents. Le 20 décembre, vous recevrez donc votre prix et un chèque de 50 000 € lors d'une cérémonie à la Maison de la Chimie à Paris. Plutôt sympa comme cadeau de Noël. Qu'est-ce que vous savez ce que vous allez en faire? Alors une idée, c'est de pouvoir consolider mon installation à Villard-d'Arène avec l'achat d'un logement là-bas. Et pour continuer à travailler. Pour continuer à y travailler, donc encore, j'espère, de nombreuses années. On espère aussi. Merci beaucoup, Sandra Lavorel, d'être venue sur ce plateau. Merci. Ce soir, ça va peser lourd en médailles sur le plateau de Si on parlait avec Thibaut Collet, le perchiste qui a battu par 2 fois son record et qui a terminé 5e des championnats du monde en août dernier. Dorian Coninx, champion du monde de triathlon au terme d'une excellente saison qui peut voir venir les JO de Paris avec plus de sérénité. Et les étoiles du cinéma, du film pour enfants seront sur les grands écrans de Visil et Villarbonneau fin octobre. On en parlera avec l'organisatrice Myriam Teodorescu. Pas mal d'idées de sortie pour ce jeudi. Côté ciné, Claire Simon sera au Méliès à Grenoble pour présenter son dernier film Notre corps, une épopée des corps féminins à l'hôpital tout au long des étapes sur le chemin de la vie. Un parcours de désir, de peur, de lutte et d'histoire unique que chacune est seule à éprouver, pour lequel la réalisatrice a elle-même dû passer devant la caméra. Dans un jour bien différent, le comédien réalisateur Tarek Boudali et ses acteurs Vanessa Guide et Julien Arroutis accompagneront l'avant-première de leur film 3 jours max au Pâté et Chirol jeudi. La première séance à 20h45 est complète et notre salle a été ouverte pour 21h. On les retrouvera aussi très prochainement sur le plateau de Si on parlait. Sans transition, de quoi le vide est-il le plein? C'est le titre de la conférence que le physicien et docteur en philosophie Étienne Klein donnera jeudi à 18h à l'Amphiveille sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Ce vulgarisateur scientifique, auteur de nombreux livres et longtemps producteur sur France Culture, est également un féru de montagne et d'alpinisme. L'entrée est gratuite. Un peu de musique aussi avec, pour commencer, Meule à la salle Edmond-Vigne de Fontaine. Jeudi soir, des musiciens originaires de Tours qui partent à la conquête du looping et de la trance répétitive. 2 batteries et une guitare font face à un mur de synthé modulaire. En première partie, le groupe Bâton de rockers grenoblois qui ont abandonné leur guitare pour des beats techno.
Pour une autre transe, direction la Belle Électrique avec Highlight Tribe. Ces ambassadeurs des peuples du monde, dixit le dossier de presse, surfent sur la vague de la Natural Trance, un nouveau genre qui allie instruments du monde avec un électro avant-garde joué en live. Muni d'une dizaine d'instruments, les 6 musiciens vous transporteront dans une expérience multisensorielle pour transcender votre quotidien. Rien que ça. Et puis pour se quitter, un monstre sacré, Gilberto Gil, sur la grande scène de la MC2 de Grenoble jeudi soir. Un concert qui a rapidement affiché complet. Mais pour se faire plaisir, on se quitte avec une de ces perles brésiliennes. L'actu revient dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Pode ser famoso, mas teu pai é mastioso e com ele ninguém vai, Luiz. Luiz, respeita os 8 baixos do teu pai.